Ok, et donc là en fait cet exercice il ressemble vraiment beaucoup à ce qui pourrait tomber en devoir surveillé. Et donc après la première question, on a juste besoin de montrer une continuité pour montrer que cette fonction-là existe toujours, parce que cette intégrale-là existe toujours. Et ben après parfois on a des petites questions du style montrer que la fonction est impaire ou paire. Et alors bah en ce qui concerne la parité et l'imparité, on fait toujours la même chose. On commence par prendre un x dans l'ensemble de définition de G, donc la R, et après on fait toujours ce calcul. Il n'y a qu'une seule technique, alors on n'hésite pas. On doit calculer G de moins x. Donc qu'est-ce qu'on a à faire? On a juste à faire du copier-coller. On remplace les x de cette formule par moins x. Donc ça veut dire que ça fait cette intégrale-là. Donc là, attention, je vais m'adapter, ça fait moins 2x exponentiellement t de d. Et en ce qui concerne la parité et l'imparité, en fait, notre but, c'est de retomber soit sur g de x, soit sur moins g de x. Et alors là, on est un peu embêté parce que si on veut tomber sur g de x ou sur moins g de x, la moindre des choses, c'est d'avoir les mêmes bornes dans l'intégrale. Ah, et là, le problème, c'est qu'on a des moins, on n'a pas la même chose. Et donc, il faut qu'on se débrouille, et c'est la priorité pour avoir les mêmes bornes dans l'intégrale. Or, dans notre poly sur les intégrales, il y a un seul outil, une seule chose, qui transforme une intégrale en changeant les bornes. Et c'est le théorème de changement de variable. Vous savez, dans le changement de variable, à un moment, on change les bornes. C'est le seul outil qui est comme ça dans notre cours. On a bien un outil qui permet de retourner l'intégrale comme une crêpe en mettant un moins dedans, mais ça ne change pas les bornes. Ça ne va pas changer un x en moins x, ça les change juste de place. Donc là, on n'a pas le choix, il faut faire un changement de variable. Et après, c'est vraiment extrêmement classique. Pour une parité ou imparité, c'est toujours le même changement de variable qu'on fait. Donc ça veut dire que c'est parti pour faire un changement de variable, mais on sait faire ça depuis quelques jours. On sait qu'il y a deux comme, puis après on va dire il résulte du changement de variable. Alors bon, je galère, et alors j'ai la flemme de l'écrire en lettres tout complète. Alors par contre, il va falloir donner le changement de variable, et alors bah, c'est toujours le même. En fait, on fait x égale moins y ou t égale moins y si c'est la lettre t qu'on utilise. Alors ils vous le donnent pas. Normalement, ils sont censés donner les changements de variable compliqués en ECS, mais là, ils vont pas vous le donner parce que justement, votre changement de variable, il est affine, et c'est la seule situation dans laquelle le programme ne nous force pas à vous donner le changement de variable. Alors, normalement, on écrit, on obtient que... alors, comme j'ai pas beaucoup de place et que j'ai peur de pas que vous ne voyez pas, j'écrirai ça ici. Donc, quand je fais mon changement de variable, il y a trois choses à faire. Remplir les comme et remplir cette intégrale-là. Et il y a aussi que souvent, c'est sympa de préparer les choses au brouillon. Alors, je vais chercher de la craie pour vous montrer au brouillon comment faire. Dites-moi si vous voyez pas le orange. Enfin, dites-moi par écrit, quoi. Écrivez-moi si vous voyez pas le orange. Alors, au brouillon, ce qu'on est censé faire, c'est on est censé écrire le changement de variable. Donc là, t est isolé, on va essayer d'isoler le y, bah comme ça. Après, il y a les deux flèches qui interviennent, il y a celle-là et il y a celle-là. Alors, remarquez que t, il se trimballe entre moins x et moins 2x. Donc là, ça veut dire qu'en t, on va de moins 2x à moins x. Bon, alors, bon, on s'en fout un peu que ça soit pas dans le bon sens, on va pas se prendre la tête avec ça. Mais si vous mettez un t comme ça dans votre formule ici, vous allez récupérer un... oui, d'ailleurs, je l'ai écrit dans le mauvais sens, c'est pas mal. Pas de moins x à moins 2x. Pardon. Donc, si vous mettez ce t là dans cette formule, vous récupérez un y qui va lui aller de x à 2x. Vous voyez, c'est vachement bien parti. Hein. Ce changement de variable là vous transforme ce bidule pourri là en le truc qui vous intéresse. Ah, et puis, c'est pas ici que je vais changer, c'est là. C'est un peu bête, pardon. Ok, donc ça c'est ce qu'on écrit au brouillon pour savoir quoi mettre dans le comme. Bon, en fait, c'est un peu la même application. Hein. Donc, bon, bah, faut en choisir une. Et personnellement, quand j'ai le choix, bah, j'essaye de prendre celle qui ressemble le plus à celle que j'ai écrite là. Donc, j'ai envie d'utiliser la formule avec le moins y, donc je prendrai celle-là comme flèche.
et il n'y a pas de souci, elle est C1, c'est un polynôme. Et donc grâce à ce travail-là, je peux remplir mon premier com en disant l'application qui a x associé moins y est de classe C1 sur, alors je pars en y de x2x et je suis à valeur dans moins x moins 2x. Ok. Bon, et puis maintenant que j'ai fait ce bout-là, je commence à être capable de... Alors, on voit bien le orange? Je commence à être capable d'écrire la partie importante. Ouais, ça se voit quand même. La partie importante du changement de variable, c'est-à-dire l'égalité entre les deux intégrales. Bah, c'est parti. Donc, j'écris une intégrale, il y a un égal, l'exponentielle, elle reste. Alors là, j'ai un moins t au carré. Et t, en fait, c'est moins y, donc ça me fait un truc comme ça. Moins x, quand on a t égale moins x et qu'on le balance là-dedans, on attrape un y égale x. Quand on a t égale moins 2x et qu'on le balance là-dedans, on récupère que y égale 2x. Donc pour les bornes, c'est bon. Il ne reste plus à remplacer que le dt. Alors pour attraper le dt, on n'a qu'à prendre celle-là. On n'a qu'à prendre t égale moins y. Et la technique consiste à écrire avec la notation des profs de physique la dérivée de la variable isolée par rapport à l'autre variable. Donc je dérive la variable isolée par rapport à l'autre variable, donc ça fait dt sur dy, et puis de l'autre côté, si je dérive moins y par rapport à y, ça fait moins 20. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que le truc là, vous le faites passer de l'autre côté. Hein. On est au brouillon, on fait ce qu'on veut. On l'efface là et on l'écrit de l'autre côté. Donc ça veut dire que, en fait, dt, ça va être égal à moins dy. Donc là, on est sur le brouillon, les gens. Donc là, j'aurais tendance à l'effacer, mais je veux bien le laisser encore un petit peu écrit au tableau. Voilà. Donc en tout cas, on a trouvé que le dt, c'est égal à moins dy, et c'est justement la dernière chose qui nous manquait. Donc en fait, on a ceci. Alors je vais mettre une parenthèse parce qu'il y a une multiplication, la ligne de rien. Ok. Et donc là, on a fait notre changement de variable avec la méthode classique. On a déjà fait les 2/3 du boulot. Comme mine de rien, j'ai bien bossé. J'ai quand même envie d'attraper 4 points. Alors, je vais faire l'effort d'écrire ce qu'il y a là pour attraper un point facile. Alors, ce que je dois mettre là, c'est que je dois parler de la fonction qui concerne la variable qui est isolée au bout de la flèche que j'ai choisie. Alors, moi j'ai choisi cette flèche-là. La variable qui est isolée au bout, c'est t. Donc je dois parler de la fonction de t. Et c'est celle-là alors. Et donc je dois dire que la fonction qui a t associe exponentielle moins t2 et continue, où ça entre ces bornes là, hein, sur moins x, moins 2x. Voilà. Et alors là, j'ai bien rédigé mon changement de variable, il est nickel. Hein, c'est dur hein, de rédiger un changement de variable, mais j'ai tout bon là. Voilà. En faisant ça, je suis sûr d'avoir tout. Bon alors j'ai laissé traîner le truc au brouillon suffisamment longtemps et j'ai besoin de place, donc maintenant je vais avoir envie de l'effacer. Puis de toute façon, je vous le referai encore plein de fois. Ne vous inquiétez pas, vous finirez par comprendre si c'est pas encore fait. Parce que mine de rien, on doit taffer encore nous. Donc toi, je t'efface. C'est au brouillon, ça ne devait pas être sur la copie de toute façon. Là, on a une démonstration nickel. Donc je rappelle que on n'obtient que, je l'ai écrit là pour que vous voyez bien. Non, pardon, excusez-moi, je l'ai écrit là. Ok, il me reste juste à simplifier ça, et alors ça devrait pas être trop compliqué. Par exemple, le moins qu'il y a ici, par linéarité de l'intégrale, je peux le sortir. J'ai x et 2x, et puis ça me va bien d'avoir x et 2x dans le bon sens. Et puis là, je peux écrire que ça fait exponentielle moins y2 dy. Et puis vous pouvez remarquer que ça, c'est exactement la même chose que là, sauf que ici on utilise la variable muette t, ici on utilise la variable muette y, mais en fait c'est exactement la même chose. Donc on vient de trouver que ça fait moins g de x. Ce qui veut donc dire que notre fonction g, elle est impaire. G est impaire sur R. Et donc pour résumer, on doit regarder la parité ou l'imparité, donc on fait le calcul g de moins x,
on balance dans l'intégrale. Ici, le seul objet qu'on peut utiliser, c'est le changement de variable, parce que vu la tête des bornes, si on veut avoir l'espoir d'obtenir ces bornes-là, c'est le seul outil qu'on a à notre disposition qui fait ça. Et le changement de variable classique en parité, c'est t égale moins y, donc on le fait. On rédige le changement de variable comme on a l'habitude de faire, c'est-à-dire bien. Ensuite, on simplifie et bing, bah, on a trouvé. Et ça se passera toujours comme ça. Okay. Et donc, dans cette question, la 1C, on nous demande de déterminer le signe de g de x suivant les valeurs de x. Et donc, c'est pas très compliqué. Il faut juste remarquer que ce qu'on intègre ici, c'est une fonction qui est continue et qui est positive ou nulle. Ah ouais, une exponentielle, c'est positif ou nul. Et donc, on va exploiter notre propriété du cours qui nous dit que quand on intègre dans le sens des x croissants, et ben, une fonction continue et positive, on obtient un résultat positif. Moralité, si x est supérieur ou égal à 0, bah on va dans le bon sens, vu que 2x est supérieur ou égal à x. Et donc, et bah, du coup, g de x est positif ou nul. Alors que si x est strictement négatif, et bah, cette fois, on a 2x qui est inférieur à x. Et alors, ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on peut faire comme ça. On peut, par exemple, retourner l'intégrale comme une crêpe en disant qu'on va de 2x à x cette fois. Vous voyez, je les ai changés de place. Et le prix qu'on a à payer, c'est qu'on a un moins maintenant. Alors, on intègre toujours une fonction positive. Cette fois, ça va dans le bon sens, puisqu'on l'a retourné comme une crêpe. Et donc, ce pâté-là est positif ou nul d'après la propriété de notre cours qui dit que l'intégrale d'une fonction continue positive est positive si on l'intègre dans le bon sens, le sens des x croissants. Mais à cause du moins, du coup, elle est négative. Ce qui fait qu'on a trouvé le signe de g. G est positive quand x est positif, et négative quand x est strictement négatif. Alors, en utilisant le théorème un petit peu balèze dont je vous ai parlé l'autre jour, qui dit que l'intégrale d'une fonction continue positive sur un segment est nulle, si et seulement si la fonction est nulle partout tout le temps. On se rend compte, puisque cette fonction-là n'est pas nulle partout tout le temps, en fait que cette intégrale-là, elle va même être strictement positive si x est strictement positif, et cette intégrale-là va être strictement négative si x est strictement négatif. Ce qui constitue un raffinement de ce qui nous est demandé dans cette question-là. C'était pas demandé, mais bon, pour les gens qui aiment faire des choses avancées, c'est bon à savoir. Alors en fait, on a une propriété vraiment super fondamentale dans notre cours qui dit la chose suivante. Si petit f est continu sur un intervalle j, donc vous voyez, une hypothèse toute sympa, si petit a appartient à j, alors on pose grand f de x égale l'intégrale de a à x de f de t dt. Et alors, il y a plusieurs conclusions à ce théorème. Conclusion numéro 1, f est, alors c'est implicite, défini, continu, mais surtout de classe C1 sur J, parce qu'on va poser ça pour x éléments de J. Je sais pas pourquoi j'ai mis J et pas I, ok. Et deuxième conclusion importante, les deux sont importantes, f' de x, c'est égal à f de x pour x éléments de J. Ah, et j'en oubliais une autre, bien sûr, on a que f de a est égal à 0. Alors comment dire, là je viens de vous donner la conclusion de ce théorème-là sous forme ésotérique, c'est-à-dire découpé en 3 points mathématiques complètement distincts. Il y a 3 choses en fait. Et maintenant je vais vous la donner en français. En français on va dire que f est l'unique primitive sur j de petit f qui s'annule en a. Alors
elle est assez sympa cette phrase parce qu'elle permet de retenir ces trois choses-là. Alors, elle s'annule en A, bah ouais, si je fais f de A, je trouve 0, bah ouais, parce que ça va faire l'intégrale de A à A, qui fait 0. Ensuite, c'est une primitive, mais une primitive, ça doit être dérivable. Donc, grand F doit être dérivable, et puisque c'est une primitive de petit f, ça veut dire que grand F' doit être égal à petit f. Donc, on a déjà ce bout-là, et que f est dérivable. Oh, mais comment on fait pour avoir que grand F est de classe C1? Bah, grâce à ça. Grand F est dérivable, voilà sa dérivée, et sa dérivée c'est petit f qui est continu. Donc du coup, grand F est dérivable, et de dérivée continue, donc elle est de classe C1. Donc vraiment, cette phrase, elle est sympa parce qu'elle résume ces trois choses. Ce théorème-là est super méga fondamental. Vraiment, vraiment, vraiment. Moi, je l'adore personnellement parce qu'il me permet de faire de magnifiques démonstrations. Et on va illustrer ça ici. Alors, je vais vous donner un truc vachement important, donc il faut continuer à être attentif. Donc, repérez bien cette propriété dans votre poly de cours, hein, elle porte un numéro, repérez-la, parce qu'on va l'utiliser là. Alors, je vais avoir besoin de place sur mon tableau. Mais comment dire, avant d'effacer, il y a, ce qu'il faut que je vous dise, c'est que il faut absolument que vous entraîniez votre cerveau à repérer cette forme-là. Cette forme-là, c'est-à-dire, il vous faut une intégrale avec une constante d'un côté et une variable de l'autre. Alors, à l'intérieur, on a une fonction qui ne va pas du tout dépendre de cette variable-là. Elle va dépendre de la variable muette, c'est tout. Et donc, quand vous reconnaîtrez cette forme-là dans les exercices, eh ben, vous saurez que grâce à ce théorème-là, vous avez le droit de la dériver et vous êtes capable de trouver la dérivée. Et la dérivée de la fonction grand f, c'est la fonction qui est à l'intérieur, sauf qu'on remplace la variable muette par x. Vous voyez, quand je fais f' de x, je ne vais pas écrire que ça fait f de t. Je vais que c'est f de, on remplace la variable muette par x, f de t. Voilà. Donc, pour vous, faites très très attention à cette forme-là, elle est extrêmement importante. Alors maintenant, je vais vous montrer comment ça se danse ici. Et donc, je vais effacer là. Bon, je vais effacer presque tout le bout. Je veux bien vous laisser le bas là. Et oh là là, il nous donne ça et il nous demande de montrer que ça c'est une fonction de classe 1. Oh, et en plus de la dérivée. Oh, mais comment on va faire ça? C'est abominable. Et il y a un truc. Le truc déjà, c'est que vous devez savoir que l'unique façon de dériver une intégrale, elle est donnée par ce théorème-là. C'est le seul outil qu'il y a dans votre cours. Alors attention les gens, dans le livre rouge, ils ont pondu un théorème tout pourri où ils dérivent des intégrales, mais il est atroce leur théorème, mais il n'est pas simple. Faut pas utiliser ça. Faut faire ce qu'on va faire nous et qui est très très simple. Mais comment je fais pour dériver ça? Ça n'a pas la même tête que ça. C'est vrai. Ça n'a pas la même tête, pourquoi? Là, c'est sympa ça. Hein, c'est bien une fonction de t, et puis on a un dt. Le bout là, il est sympa. Le seul bout qui est pas sympa, c'est celui-là. Bah ouais, il est relou lui. On devrait avoir une constante et un x. Et puis on n'a pas de constante, et puis on a un x et un 2x. Ah ouais. Faut faire châle. Faut écrire que votre g de x. Alors, il va falloir qu'on introduise un point avec châle. On a plein de possibilités. On va faire simple, on n'a qu'à prendre 0. On n'a qu'à dire que c'est l'intégrale de 0 à 2x de exponentielle moins t2 dt moins l'intégrale qui va de 0 à x de exponentielle moins t2 dt. Alors, je pourrais mettre un plus et écrire de x à 0, mais là, j'ai été un peu vite. Ouais, ok, j'ai mis un moins, mais vous voyez, ça fait plus l'intégrale de 0 à x, et quand on les ajoute, ça donne bien ça. Et puis, là, franchement, ça commence à être un peu sympa, hein, parce que ça commence à ressembler à ce qu'on a là-bas. Parce qu'on a une constante, qui est un peu sympa. On a un x ici. Ah, là, on a un 2x. Ah, ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait ça? Une fois qu'on a fait ça, il faut poser une fonction. C'est-à-dire qu'on va poser, on n'a qu'à poser grand f de x égale l'intégrale de 0 à x de exponentielle moins t2 dt. Alors on la pose elle parce que ça y est, ça ressemble exactement à ce qu'on a dans notre cours en fait. Et puisque ça ressemble exactement à ce qu'on a dans notre cours, on peut utiliser notre cours. Et donc qu'est-ce qu'on va dire? On peut dire par exemple
comme l'application qui a t associé exponentiellement à t2 et continue sur R, vous voyez, je suis en train de prendre j égale R insidieusement, et ça c'est ma fonction petit f, ça c'est mon f de t. Et bah, puisque la fonction là est continue sur j, bah, d'après cette propriété-là, bah, j'ai qu'à dire alors f est l'unique primitive de petit f sur R, s'annulant. Alors, dans la propriété, c'est en A, mais nous, on a pris A égale 0. Donc, s'annulant en 0. Donc, le fait de poser ça pour avoir la même chose que dans notre cours, et de prendre ce petit f là, bah, ça nous permet de dire, ah bah du coup, toi là, t'es la primitive de ça qui s'annule en 0. Et donc, on écrit ça sur notre copie. Et du coup, il n'y a pas besoin de dire d'après le théorème fondamental, blablabla, puisqu'en fait, on est en train de le paraphraser. Donc le correcteur voit que vous êtes en train de parler de ce théorème. Ok. Ok, c'est bien beau, mais à quoi ça sert de poser ça? Oh putain. Bah ça sert au fait que g de x, et bah c'est l'intégrale là en 2x, mais ça là, c'est la même chose que ça, mais vous avez remplacé 2x, 2x à remplacer x. Bah ouais, et donc ça vous fait ça. Et puis lui là, bah c'est exactement f de x, donc ça fait moins f de x. Vous voyez, on a une petite relation, elle est vachement simple, elle est vachement jolie cette relation. Elle n'est pas horrible, elle n'est pas hardcore. Et elle va nous permettre de tout faire. Bah ouais, regardez. Ça c'est C1 d'après ce qu'on vient de dire. C'est l'unique primitive de f qui s'annule en 0. Et en plus c'est C1, hein, c'est le théorème qui le dit. Donc lui là, il est C1. Donc ça veut dire que lui il est C1. Eh mais c'est une composée. Et là on a un polynôme, donc ça c'est C1. Et une composée de fonction C1, c'est C1. Et une différence de fonction C1, c'est C1. Ah ouais. Du coup, G est C1 sur R. Ok. Ok, on a fait la moitié du boulot qui nous est demandé. Mais une fois qu'on a montré que G est C1 sur R, ils veulent aussi qu'on dérive. Ah, alors comment on fait pour dériver? Bah, j'ai qu'à prendre un X déjà. Puis après, bah, j'ai qu'à calculer la dérivée. Et puis bah, j'ai qu'à utiliser la belle relation là, elle est trop classe celle-là. Notamment, je sais calculer la dérivée d'une composée. Il y a la phrase magique pour ça. Pour dériver une composée, je commence par dériver l'intérieur, bah ça fait 2. Ensuite, je multiplie par la dérivée de l'extérieur, bah ça fait f'. Et je recopie ce qu'il y a à l'intérieur, ça fait 2x. Et puis bah le bout là, je peux faire pareil, hein, et ça fait moins f' de x. Donc bah j'ai réussi à la dériver. Et puis bah, comme je viens de raconter ici que grand F, c'était une primitive de petit f. Alors, je vous le fais lentement. Ça veut dire que ça fait 2 petit f de 2x, moins petit f de x, puisque grand f', c'est f. Sauf que, bah mon f de t, c'est ça, moi. Donc j'ai qu'à remplacer. Du coup, ça fait 2 exponentielle de moins, et je suis censé mettre le t au carré, donc là, ça fait un 2x au carré. Là, j'ai mon moins, et là, ça fait exponentielle de moins x au carré. Et voilà, j'ai été capable de la dériver. Autrement dit, le théorème qu'on a dans notre poly, et qui est officiellement au programme, et qui est simple, on peut l'utiliser de cette façon-là, et donc la manière nickel et intelligente de l'utiliser, c'est de poser une fonction qui ressemble à celle du cours. Ensuite, au besoin, on fait châle, des fois que vous avez 2 trucs merdiques ici, pour exprimer votre fonction tordue à l'aide de la fonction que vous avez posée, et vous allez trouver une gentille petite relation comme ça. Alors, il pourra y avoir des trucs pourris à l'intérieur, mais on s'en fout. Et ensuite, votre théorème vous dit que f est C1, donc sans problème avec l'algorithme habituel pour montrer que les fonctions sont classées 1, bah on y arrive. Hein, voyons, on a fait comme d'hab, quoi. Et puis bah, pour dériver, bah, c'est comme d'hab, il faut juste se rappeler que comme grand F est une primitive de petit f, ça veut dire, je vais l'écrire là parce que j'ai plus trop de place, ça veut dire que f' de x est égal à f de x.
qui nous permet ici de remplacer. Ok, on est censé faire le tableau de variation de ça. Donc c'est une fonction un peu compliquée. Et on avait montré dans un premier temps qu'elle était impaire, cette fonction sur R. Du coup, pour faire son tableau de variation, ça serait peut-être bien de le faire sur R+. Ça permet de diviser le travail en deux. Et on a montré que sa dérivée était égale à ça. Et donc, si on prend un nombre réel positif, peut-être qu'il faudrait qu'on regarde le signe. Enfin, peut-être on va déjà regarder quand est-ce que ça s'annule. C'est mieux. Alors, ça va être nul quand 2 exponentielle moins 4x au carré moins exponentielle moins x2 est égal à 0. Donc on a un peu d'algèbre à faire, faut résoudre ça. Alors peut-être que je peux faire passer ça de l'autre côté. Qu'est-ce que je peux faire passer de l'autre côté? Peut-être le exponentielle moins 4x là. Je vais laisser le 2 là pour l'instant, ça fait exponentielle de 4x2 fois exponentielle de moins x au carré. Et tout ça c'est bien connu. Le produit d'exponentielle c'est l'exponentielle de la somme, donc il nous en reste 3 dx. Après, on peut peut-être prendre un logarithme. Donc ça veut dire que le logarithme de 2 est égal à 3x au carré. Donc du coup, remarquez que ça c'est un nombre positif, donc il n'y a pas de souci, il y aura une solution à ça. On peut peut-être commencer par diviser par 3. Là on a envie de prendre une racine carrée, il faut se méfier avec les racines carrées, sauf que on sait que x est positif. Donc il n'y en a qu'une seule de racine carrée, et c'est racine de logarithme de 2 sur 3. Ouh là là, c'est compliqué toi. Ça veut donc dire que on sait quand est-ce que G' s'annule sur R+, et c'est en racine de logarithme de 2 sur 3. Bah, je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut pour faire le tableau de variation maintenant, puisque on a dit qu'on le faisait entre 0 et plus l'infini. Les chiffres importants pour notre étude, bah, il y a celui-là. Hein. Logarithme de 2 c'est plus grand que logarithme de 1 qui vaut 0, donc c'est un nombre strictement positif, ça, il n'y a pas de souci. Alors la dérivée s'annule à cet endroit-là. Ensuite, on compte bien sûr sur le théorème des valeurs intermédiaires, comme notre G' est une fonction continue, pour trouver le signe qu'il y a dans les cases. Alors voyons voir qu'est-ce qui se passe quand x tend vers plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, ce bout-là, il est beaucoup plus petit que celui-là. Il va tendre vers 0, mais plus vite que celui-là. Ce qui veut dire que le résultat, ça sera un nombre négatif. Vous voyez, le nombre là, il est ridicule devant celui-là. Donc c'est l'autre qui donne son signe. Éventuellement, vous pouvez factoriser le terme dominant pour faire une belle démonstration de ça. Mais donc ici, on aura un nombre négatif. Ok, et de l'autre côté, bah de l'autre côté, on n'a pas besoin de faire une limite, on n'a qu'à balancer 0 dedans. C'est bien un 0. Si je balance 0 dedans, là ça fait 2 moins 1, qui fait 1. Donc c'est positif là. Hein, faut faire simple. Et donc, ça monte, ensuite ça descend. Alors quand vous mettez x égale 0 là-dedans, vous avez une intégrale de 0 à 0, et ça c'est nul. Quand vous allez en plus l'infini, ah là, il faudra qu'on fasse quelque chose pour trouver la limite. Alors ils nous ont peut-être juste demandé de trouver les variations. Hein, bon, moi je peux vous prédire qu'on trouvera 0 là, mais c'est peut-être un peu trop tôt pour le montrer, c'est un peu bon. Et puis par contre, la valeur là, le nombre là, il a une tête affreuse, et puis on sera pas capable de calculer cette intégrale là, donc tout ce qu'on peut mettre, c'est que c'est g de racine de ln de 2 sur 3, ça fait un nombre strictement positif, mais on sait pas trop lequel. Donc pour l'instant, on sait pas ce qu'il y a là, moi je vous prédis que ça sera 0. Voilà. Alors, en fait, avec le résultat suivant, on peut trouver cette limite. Ah bah voilà, ils ont dit dresser le tableau de variation, bah c'est fait, on précisera g de 0, c'est fait. Alors par contre, ils n'ont pas parlé de ce nombre-là, et puis on peut pas. Et puis la limite, ils le font clairement à la question 2c. On nous demande de trouver une inégalité sur cette intégrale, qui est la suivante. Pour tout x strictement positif, on doit montrer que x fois exponentielle de moins 4x au carré est inférieur ou égal à g de x, inférieur ou égal à x exponentielle moins x. Et donc on pourrait se dire, oh, mais c'est quoi cette inégalité qui sort de nulle part?
C'est vrai qu'on pourrait se dire ça, mais on a déjà vu ensemble la méthode pour y arriver. G, c'est une intégrale. On a vu ensemble que pour encadrer une intégrale, le bon plan, c'est de prendre la fonction qu'on intègre, et donc le bout là, et d'essayer de l'encadrer quand on est entre les bornes. Autrement dit, quand x est compris entre, quand t est compris entre x et 2x. Et donc ça veut dire que dans un premier temps, on va essayer d'encadrer ça. Et alors, il n'y a pas 50 milliards de choses qu'on peut faire. T, il est compris entre ça et ça. Comment je fais pour encadrer ça? Peut-être que je peux utiliser que ça, c'est une fonction décroissante de t. Bah ouais, plus t augmente, plus mon nombre va être petit à cause de la puissance négative. Donc ça veut dire que pour rendre ce nombre le plus petit possible, faut prendre t égale 2x. Le plus petit... Oui, rendre le nombre le plus petit possible, ça va être pour t égale 2x. On va avoir l'inégalité dans ce sens-là. Et pour rendre le nombre le plus grand possible, il faut prendre le t le plus petit possible. Et donc on va avoir exponentielle moins x2. Donc là, on est en train d'exploiter la décroissance de exponentielle moins t au carré pour trouver cette inégalité-là. Donc voilà la justification, c'est parce qu'elle est décroissante. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que on en déduit à l'aide de la croissance de l'intégrale. Alors c'est le nom que porte la propriété, la croissance de l'intégrale donne que... Et donc ça veut dire qu'on va intégrer cette inégalité-là entre x et 2x, comme là. Et donc on va donc trouver que l'intégrale de x à 2x de exponentielle de moins 2x au carré dt est inférieur ou égal à l'intégrale de x à 2x de exponentielle moins t au carré dt, et c'est inférieur à l'intégrale de x à 2x de exponentielle moins x de dt. Oh là là, ça a l'air super compliqué ça. Bah en fait pas tant que ça, parce que ça, c'est une constante puisque cela ne dépend pas de t. Donc pour la variable muette, ça c'est une constante. Or, l'intégrale d'une constante, c'est la constante fois la longueur de l'intervalle. Ce qui veut dire que cette intégrale-là est égale à la constante, et la longueur de l'intervalle, bah, on fait ça moins ça. Et donc on a c fois 2x moins x. Et donc ça veut dire que ce nombre-là, il est égal à x, et la constante c'est ça, fois exponentielle moins 4x2. Oh, surprise, c'est ça. Ensuite, bah, le bout là, bah, c'est g de x, c'est ça. Et le bout là, bah, on a ici une autre constante qui ne dépend pas de t. Et donc, même bins, cette intégrale-là, c'est la constante fois la longueur de l'intervalle. Alors, je vais expliquer cette propriété-là à côté. Autrement dit, on trouve d fois 2x moins x. Et ça, c'est exactement la même chose que x exponentielle moins x2. Et donc, on a obtenu exactement ce qu'on voulait. Alors, ouais, l'intégrale d'une constante, ça se calcule. Je vais mettre un x là, vous aimez bien les x. Bah, une primitive d'une constante, c'est la constante fois x. Et entre b et a, bah, ça fait c a, b et a, c'est comme ça. Ça fait cb moins ca, et on peut factoriser la constante pour trouver ça. Et donc, l'intégrale d'une constante de a à b, c'est la constante fois la longueur de l'intervalle, c'est-à-dire le truc du haut moins le truc du bas. Voilà. Et donc ça, mine de rien, c'est une petite propriété pas très compliquée qui permet d'accélérer vos calculs. Par exemple, là, on voit tout de suite que bon, bah, c'est x fois ça. Et là, c'est x fois ça. Et donc, je vous encourage fortement à intégrer cette propriété-là dans votre arsenal. Enfin bref, le fait est qu'on a montré que x exponentielle moins 4x sur 2 est inférieur ou égal à g de x, inférieur ou égal à x exponentielle moins x2 pour tous les x strictement positifs. Hein, on l'a mis là au début. Ce qui fait qu'on a fait la moitié de la question, et pour en déduire les limites en plus l'infini et moins l'infini, bah en plus l'infini, il suffit de faire tendre x vers plus l'infini. Et ici, d'après le théorème de croissance comparée, l'exponentielle, elle va éclater le x ici, on va trouver 0. Remarquez qu'il y a un conflit entre les deux. Ça tend vers l'infini, ça tend vers 0. De ce côté-là, ce truc-là aussi va tendre vers 0, d'après le théorème de croissance comparée. Ce qui veut dire que g de x va tendre vers 0. Alors je vais effacer quelque part pour achever la question. On vient donc de montrer que par le principe des gendarmes, bah ouais, le principe des gendarmes, forcément, puisque
quand on voit cette inégalité-là, ça nous fait tout de suite penser au principe des gendarmes. Le truc mystérieux est entouré par deux trucs moins mystérieux. On a envie de faire le principe des gendarmes. Et ben le principe des gendarmes nous permet de montrer que la limite de g de x en plus l'infini, c'est 0. Ah ouais, mais sauf que il nous demande la limite en moins l'infini aussi. C'est vrai. Mais ce qu'on fait dans ce cas, c'est qu'on dit que g de x, quand x tend vers moins l'infini, et ben c'est moins g de moins x par imparité. Or, le truc là va tendre vers plus l'infini du coup. Ce qui fait que tout ce pâté là va tendre vers moins 0 d'après la limite qu'on vient de faire. Ce qui fait que la limite de g de x quand x tend vers moins l'infini, on peut la déduire de la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini par imparité, et on trouve que ça vaut 0 aussi.